Le révérend Sun Myung-moon, fondateur de l'Église de l'Unification, est décédé tôt ce matin à l'âge de 92 ans. Mort du révérend Sun Myung-moon le 3 septembre 2012. Le monde prend acte de son décès. Le cortège funèbre est très étendu. Des gens de toutes couleurs et nationalités, des dirigeants du monde entier, des membres de l'Église de l'Unification et des dignitaires d'autres religions sont venus offrir leurs condoléances. Un leader d'exception dépassant les couleurs de peau et les nationalités. Je me suis donné corps et âme toute ma vie pour un monde en paix. Prendre une part active au maintien de la paix. Revenons sur la vie du révérend Sun Myung-moon. Beaucoup ont loué ses efforts sans fin pour lancer un large éventail de projets au service de la paix dans tous les pays du globe et son zèle pour la réunification de la Corée. Centre mondial de la paix. Sur les instructions du révérend Moon, un centre international de convention a été construit à Pyongyang. À l'annonce de son décès, un autel de fleurs et d'encens est dressé en son hommage. Sang Taek-jang, vice-directeur de la défense nord-coréenne, et Yang Hong-kim, vice-directeur du Parti du Travail pour l'Unification, sont venus présenter leur respect au révérend Moon, au nom du président de la Corée du Nord, Kim Jong-un. Ils lui ont aussi décerné le prix national de la réunification. Le prix national coréen de la réunification, créé en 1990, a été décerné à Kim Gu, Yoon Hyun-yo, Ik Jae-ho, révérend Lee Kwan-moon et à d'autres. Il est à présent attribué à Sun Myung-moon. Pourquoi la Corée du Nord a-t-elle attribué cette distinction au révérend Moon? En 1991, le révérend Moon et la Corée du Nord ont établi un lien à rebours des tendances de l'époque. Le 6 décembre 1991, le révérend Moon arrivait à Pyongyang. C'était inhabituel, une figure connue se rendait en Corée du Nord qui l'accueillait. Le révérend était à Pyongyang pour un entretien privé avec le dirigeant suprême Kim Il-sung. Leur rencontre marquait l'actualité. Pourquoi ce voyage en Corée du Nord en 1991? La situation nord-sud est pour nous une préoccupation constante. Quand l'URSS et les pays du bloc communiste ont commencé à perdre leur influence, la guerre aurait pu soudain éclater entre les deux Corées. Dans l'espoir d'empêcher cela, le révérend Moon pensa qu'il était bon de rencontrer Kim Il-sung et d'en faire un ami. Sitôt arrivé en Corée du Nord, le révérend Moon rencontra les élites du parti au siège de l'Assemblée populaire suprême de Mansudae. Il y tint un discours osé. Des propos auxquels nul n'aurait pu s'attendre, et surtout pas Kim Bok-yoon, président du Comité pour la réunification pacifique de la Corée et chef de la délégation nord-coréenne. L'idéologie Juche est une idéologie erronée, une idéologie inadaptée. C'était un propos très direct. Président Yoon, mes propos sont-ils incorrects? A-t-il demandé, comme s'il parlait à un élève de l'école primaire. Président Yoon, qu'en dites-vous? L'idéologie Juche peut-elle amener la réunification nord-sud? Et l'unification de niveau mondial? Non, impossible. Aucune possibilité par le Juche. Malgré l'attaque sans ménagement du révérend Moon contre l'idéologie Juche, Kim Il-sung lui fit un accueil chaleureux. À l'époque, la pression internationale grandissait pour inspecter le programme nucléaire nord-coréen. Les rapports avec le Sud étaient sensibles et délicats. Vu l'état de la question nord-coréenne, rendre visite à Kim Il-sung à ce moment-là serait tout sauf sûr et facile. Pourquoi la Corée du Nord fit-elle bon accueil au révérend Moon? Très certainement, la Corée du Nord voyait en lui un chef religieux de poids mondial. Leur geste traduisait une attente, qu'il joue de cette influence et se pose en arbitre de la réconciliation et de la coopération nord-sud, permettant au régime nord-coréen de recevoir une assistance pour garantir sa sécurité ou au moins réduire les risques. Même s'il était fort improbable qu'il puisse vraiment agir ainsi, ils l'invitèrent tout de même à visiter la Corée du Nord. Alors, que se sont dit les deux parties? Revoyons les points d'accord entre le révérend Moon et Kim Il-sung. Il y avait les réunions de familles divisées, les inspections nucléaires internationales et le développement du mont Kumgang.
Les autres points étaient les échanges économiques et les sommets entre les deux Corées. Bien avant sa visite en Corée du Nord, le révérend Moon avait œuvré depuis plusieurs décennies pour une fin paisible des divisions dues à la guerre froide. La révolution d'octobre 1917 abattit le pouvoir impérial russe et Lénine, une fois le régime communiste établi, entreprit très vite de lancer une organisation communiste internationale. Le communisme a gagné le monde. Nos révolutions réussiront dans de nombreux pays. Dans les années 1920, l'activité du Parti communiste chinois gagna le Japon et d'autres régions d'Asie. L'influence soviétique grandissait. Les efforts pour communiser d'autres pays étaient en plein essor. En 1945 débuta l'ère de la guerre froide, l'URSS rivalisant avec les États-Unis. Depuis, les Coréens endurent la division de leur pays. Dans les années 1960, le révérend Moon lance effectivement ses projets de victoire sur le communisme. Le Japon était la priorité du révérend. Il décréta de transformer Jocheongnyeon. Cette organisation coréenne basée au Japon sympathisait avec le Nord et était alors très influente. Les membres de Jocheongnyeon voyaient en la Corée du Nord leur patrie. Or, ce groupe, loin d'être négligeable, regroupait environ 290 000 membres, animés de sentiments hostiles envers la Corée du Sud. Leur attitude était la même que celle de la Corée du Nord, mais ce groupe allait encore plus loin dans son hostilité. Les activités de victoire sur le communisme au Japon commencèrent à l'université Chosun, que la Corée du Nord avait fondée pour endoctriner les étudiants de la communauté Jocheongnyeon. Il tenait bien sûr les étudiants Jocheongnyeon sous un ferme contrôle, rendant la tâche très ardue. Il suivait le modèle de la révolution communiste, qui avançait très vite. C'était un groupe à l'idéologie très forte. La situation était d'autant plus périlleuse. Au Japon, le révérend Moon lança sa campagne de victoire sur le communisme. Sur le front idéologique au Japon, il donna des conférences et après avoir gagné des soutiens, il se mit à encourager les chefs de Jocheongnyeon à visiter leur patrie. Il créa l'organisation de victoire sur le communisme dans tout le Japon. Et il avait déjà donné 129 discours lui-même au Japon. Il voyagea d'est en ouest et du nord au sud, gagnant le Jocheongnyeon grâce aux membres japonais et les invitant à des séminaires aux États-Unis. Lors des rencontres, le révérend Moon abordait divers sujets. Pourquoi la démocratie est-elle une idéologie supérieure? Qui sont les Coréens? Le communisme, où est le problème? Et d'autres sujets, les convainquant de changer leurs attitudes et de visiter la Corée. Ils ne furent pas une poignée, mais plusieurs milliers. La délégation organisée par le révérend Moon de Nord-Coréens résidant au Japon visita la Corée en juin 1974. L'unité à échelle réduite est nécessaire pour l'unité à grande échelle. Tout est lié. Il ne s'est pas borné à la campagne de visite de la patrie, mais a continué. En consultant les archives, on voit que les dépenses de ces visites pour la paix de Jocheongnyeon en Corée avoisinaient finalement les 20 millions de dollars, environ 15 millions d'euros. Le travail de victoire sur le communisme commença dans les années 1960. La campagne la plus active eut lieu dans les années 1970. Grâce à la campagne très réussie au Japon, les soutiens allèrent en se renforçant. Cela a eu un grand impact sur la campagne de victoire sur le communisme en Corée. Le révérend Moon tint un rassemblement pour sauver la Corée en 1975, à Yeouido, une grande île du fleuve Han, dans Séoul. À cette époque, l'Indochine basculait dans le communisme. Il s'agissait de reconnaître la menace sur la Corée et d'y faire face résolument. Un rassemblement pour sauver la nation coréenne aura lieu sur la place de Yeouido. Participez au rallye le 10 juin, à 15h. Venus de plusieurs pays, des partisans des activités de victoire sur le communisme du révérend Moon informèrent les citoyens coréens de l'événement. Cela ne s'était jamais fait auparavant. Finalement, le jour du rassemblement, plus de 1000 délégués de 60 pays prirent part à l'événement et environ 1,2 million de personnes venues de toute la Corée.
공산주의를 쓰러뜨리는 이 싸움은 곧 하나님의 싸움이 되는 것입니다. Les activités de victoire sur le communisme eurent beaucoup de succès en Corée et au Japon dans les années 70. Le révérend Moon menait aussi beaucoup de projets aux États-Unis. En même temps aux États-Unis, après la défaite américaine au Vietnam, la révolution sexuelle et la drogue ébranlaient davantage la société. La culture américaine, où Dieu et la famille étaient des valeurs premières, s'affaiblissait beaucoup. Le révérend Moon était très préoccupé par ce problème américain. Sauver l'Amérique, nul n'y songeait. C'était l'époque où le désespoir américain menaçait de faire le désespoir du monde. Qui prendra responsabilité pour l'Amérique? Qui peut guider Washington sur le droit chemin pour que le monde aille où il faut? Le révérend Moon s'est dit que lui pouvait y faire quelque chose. Dès le début des années 70, le révérend Moon devint très actif aux États-Unis. Cet évangéliste asiatique inconnu sillonna les États-Unis. Les Américains commencèrent à écouter son message. Il était temps que l'Amérique se réveille. Et son œuvre gagna des appuis dans tous les États-Unis. Cela attira l'attention de la presse. Une foule estimée à plus de 100 000 personnes se réunirent en septembre 1976 sur la pelouse du Washington Monument dans la capitale des États-Unis. La foule s'étendit sur tout autour du Washington Monument. 무엇보다도 무신론에 입각한 공산주의의 위협은 가장 심각하며 이 시간에도 도처에서 침식에 들어오고 있습니다. 이것은 단지 미국만의 문제가 아니고 하나님에게 있어 그리고의 모든 종교인과 온 자유세계인들에게 있어 심각하고도 절박한 문제입니다. 하나님께서 200년간 준비하신 미국은 크게 각성하고 하나님께서 분부하신 중차대한 세계적 사명을 다하여야 할 것입니다. D'une voix forte, le révérend Moon exhorta l'Amérique à se ressaisir idéologiquement. Chaque rassemblement attira les foules. L'impact sur la société américaine fut réel. En outre, Newsweek mit la photo du révérend Moon sur la couverture de son numéro de fin d'année. Le révérend Moon s'exprima à la Chambre des représentants et ailleurs, avec une passion grandissante. Son influence et sa visibilité aux États-Unis allaient croissant. Le révérend Moon, acteur de changement aux États-Unis, se prit d'un vif intérêt pour les médias. Une initiative majeure fut la création du Washington Times. La première édition du Washington Times parut en 1982 et contrastait avec les points de vue gauche du Washington Post. C'était un autre résultat des activités de victoire sur le communisme des années 70. Il y avait une photo vraiment grande avec en gros titre « Le News World prédit un raz-de-marée pour Reagan ». Je suis allé voir Reagan avec une copie du journal. Tous les médias majeurs ont prévu en 1980 une élection présidentielle très juste. Cependant, le révérend Moon a prévu la victoire de Reagan. Et le News World était le seul quotidien qui a prévu un raz-de-marée pour Reagan. Le révérend Moon croyait qu'une victoire de Reagan, un conservateur, était décisive pour mettre fin au communisme. Baptisant sur cette base, le Washington Times, fondé plus tard par le révérend Moon, se positionna résolument comme un journal conservateur. Ce ne fut pas toujours populaire, mais votre voix a porté. Vous êtes arrivés comme moi à Washington au début de la décennie la plus décisive du siècle. Ensemble, nous avons retroussé nos manches pour nous mettre à l'ouvrage. Et oh oui, nous avons gagné la guerre froide. Quand ça va mal, plus encore que quand ça va bien, le conservatisme doit se faire entendre dans les médias. Ce n'est pas toujours aisé. Ce n'était pas facile quand le Dr Moon, fondateur du Washington Times, s'est lancé. Ne pas remercier pour sa vision le révérend Moon qui a lancé le Washington Times et d'autres journaux serait une négligence.
Sans lui, il n'y aurait pas de Washington Times, et il me semble juste de lui rendre hommage. En 1989, le mur de Berlin est tombé. La chute du bloc communiste a confirmé les prédictions du révérend Moon. Le révérend Moon se rendit en URSS en avril 1990. L'URSS n'avait pas de lien diplomatique avec la Corée du Sud à l'époque. Le communisme était alors en perte de vitesse dans une URSS en pleine réforme. Le révérend Moon put s'entretenir avec le président Gorbatchev. Il offrit un soutien appuyé à ses politiques réformistes de perestroïka et glasnost. Il fit plusieurs propositions. Sur les relations russo-coréennes, la coopération économique, le soutien à une réunification pacifique, la liberté religieuse. Une proposition courageuse en particulier retenait l'attention. Il s'agissait d'inviter des étudiants soviétiques aux États-Unis et de leur donner un soutien pour leur éducation. Cette proposition fut acceptée et 3000 étudiants allèrent pour des tournées de découverte ou pour étudier aux États-Unis. Le révérend voulait exposer ces jeunes à d'autres valeurs, ouvrant ainsi une nouvelle ère. L'URSS se disloqua finalement en 1991. En cours de route, l'ouverture et la réforme de Gorbatchev suscitèrent une tentative de coup d'État. Les citoyens russes mirent fin au putsch en 3 jours. À l'avant-garde des citoyens unis dans l'opposition se trouvaient certains des 3000 étudiants qui étaient allés aux États-Unis. Le pouvoir communiste soviétique qui avait secoué le monde pendant le XXe siècle tombait enfin. Plus tard, M. et Mme Gorbatchev visitèrent la Corée et rencontrèrent le révérend Moon dans leur résidence. D'une certaine manière, le révérend Moon avait sauvé leur vie. Tous deux se retrouvaient après que la face du monde eut changé, et la paix mondiale occupa leur entretien. La Corée du Nord, pays au communisme le plus rigide, tient toujours. En 1994, les tensions entre les deux Corées sont fortes. La Corée du Nord est soupçonnée de se doter d'armes nucléaires. Un an plus tôt, en mars 1993, la Corée du Nord a annoncé qu'elle se retirerait du traité de non-prolifération nucléaire, déclenchant la première crise nucléaire. On annonça qu'en cas d'agression, les États-Unis pointeraient leurs bombes contre la Corée du Nord. Une délégation nord-coréenne vint à Panmunjom et menaça Séoul, amenant la tension au seuil de la guerre. L'AIEA mena des inspections nucléaires en Corée du Nord. Or, les résultats des inspections n'étaient pas concluants et l'agence demandait un examen approfondi des installations. La Corée du Nord y était fortement opposée. Young Sung Park, qui était à Séoul à l'époque, tout en œuvrant à préparer une réunion au sommet entre Kim Il-sung et Kim Yong-sam, déclara que Séoul deviendrait un enfer. Séoul n'est pas loin d'ici. Si la guerre éclate, Séoul sera un enfer. Même M. Jong aura du mal à survivre. Vous êtes sérieux? Vous nous voyez assis là à ne rien faire? C'est un point qui mérite discussion. Est-ce une menace de guerre? Dans une situation qui aurait facilement pu déclencher une guerre, le révérend Moon a encouragé la diplomatie parallèle et les ouvertures de diplomatie de citoyens. Par exemple, il parraina un séminaire de paix nord-sud pour les étudiants et les jeunes. À Pékin, en Chine, les étudiants ont ouvert une porte de réconciliation entre les deux Corées à un moment où les deux pays ne communiquaient plus. Dans un contexte très sensible, la conférence attira l'attention internationale. Les étudiants de Corée du Nord et du Sud évoquèrent le chemin de l'unification pacifique. Ils traversèrent la Chine ensemble, créant des liens d'amitié. Le séminaire de paix Nord-Sud pour les étudiants et les jeunes comportait aussi divers événements sportifs et des événements d'échange culturel. Il y avait du temps pour chanter et parler. Après leur expérience commune, les étudiants du Nord et du Sud s'unirent. Leur message de paix à leur pays était qu'il n'était pas nécessaire d'entrer en guerre. Les jeunes du Nord et du Sud pouvaient trouver l'unité et leur point fort était d'exprimer leurs vœux de paix et d'unification. Ils mirent toute leur énergie à dissiper l'esprit de guerre. À plusieurs occasions, lorsque la situation sur la péninsule coréenne est devenue tendue, le séminaire de paix des étudiants du Sud et du Nord a offert un modèle pour réduire un peu la pression. Dans les moments de crise comme la situation internationale ou le problème nucléaire nord-coréen, le révérend Moon n'a jamais relâché ses efforts pour l'unification.
Il a sans nul doute été un catalyseur pour une atmosphère propice à la réconciliation et la paix Nord-Sud. La menace de guerre étant passée, le Nord et le Sud reprirent le travail d'approche pour une réunion au sommet. Mais rapidement, en juillet 1994, avec la mort de Kim Il-sung, les rapports Nord-Sud entrèrent dans une nouvelle phase. 북한 김일성 주석이 어제 새벽 2시 사망했습니다. 위대한 수령 김일성 동지께서 1994년 7월 8일 2시에 급병으로 서거하셨다는 것을 가장 비통한 심정으로. La Corée du Nord avait perdu son cher leader. La Corée du Nord était en état de choc. Les funérailles de Kim Il-sung montraient bien l'impact de sa mort sur les Nord-Coréens. Les citoyens nord-coréens étaient en plein désarroi. Toute la ville de Pyongyang était figée. La situation faisait les gros titres. On ne savait pas quel type de changement attendre. Le révérend Moon avait maintenu des liens cordiaux avec le Nord après sa visite. Le décès soudain de Kim Il-sung risquait de refermer la porte des échanges mutuels. Le révérend envoya Po Hee-pak, président du Segye Times, le représenter aux funérailles et offrir ses condoléances. On avait encore des choses à faire ensemble. Encore un peu plus de temps et la situation sur la péninsule coréenne aurait pu beaucoup progresser. Des délégations de nombreux pays vinrent en Corée du Nord offrir leurs condoléances. Tel est le protocole normal lors du décès d'un chef d'État. Mais le gouvernement sud-coréen décida de n'envoyer personne. Les Nord-Coréens y virent une insulte. Mais le révérend Moon envoya une délégation. Je dirigeais alors le Segye Times. Je ne voulais pas qu'on aille m'accuser d'être allé en secret, en ma qualité de président d'un quotidien en Corée du Nord. Je visitais donc le ministre de la Sécurité nationale. Il ne me reçut pas en personne, mais je vis le vice-directeur du département. Il me dit « Nous ne savons rien de la santé de Kim Jong-il. S'il va mal et peut disparaître à tout moment, ou s'il a l'air en bonne santé, on ne sait rien de lui. Quelqu'un doit évaluer la situation sur place pour nous. Si vous pouvez faire une visite de condoléances, si vous pouvez visiter la Corée du Nord comme président d'un quotidien, cette visite aura notre aval. Du point de vue du ministre de la Sécurité nationale, c'est très bien. Mon idée d'assister aux funérailles leur convenait. Ayant reçu la permission du gouvernement, Po Hee-pak fit son voyage personnel et non officiel à Pyongyang. Il rencontra Kim Jong-il en personne pour lui offrir ses condoléances. La décision du révérend Moon était correcte. Rappelant les bons liens avec Kim Il-sung, il exprima le vœu de poursuivre l'entente. Mais il essuya les dures critiques de la presse sud-coréenne. Je devais tenir une conférence de presse, or quelqu'un demanda à me voir 5 minutes avant. Je demandai qui était-ce et appris que c'était un homme du ministère de la Sécurité nationale, avec qui j'ai encore des liens étroits. Nous n'avions pas de raison d'être ennemis. Il s'assit en face de moi et je lui demandai pourquoi il était venu. Il déclara que le ministère devait démentir avoir eu vent de mon plan de visiter la Corée du Nord, et plus encore avoir donné son aval à ce projet. Il me demanda de parler d'un choix purement personnel d'aller en Corée du Nord. Je lui dis que je ferais ce qu'il voulait en assumant l'entière responsabilité de l'affaire. Je lui dis de ne pas s'inquiéter. Depuis, je n'ai parlé à aucun reporter ni à personne de mon entrevue au ministère de la Sécurité nationale avant mon voyage. J'évoque ce secret pour la première fois. L'opinion publique critiqua la visite de condoléances. La réaction publique au voyage de condoléances amena le gouvernement à revoir sa position initiale. La visite de condoléances à Kim Il-sung
fut jugé non patriotique et il fut décidé que le Dr Pak serait passible des lois de sécurité nationale. Pendant 4 ans, il ne put entrer en Corée. Malgré un gouvernement peu coopérant, le révérend continua ses projets d'affaires au nord. Il ajouta des projets culturels aux échanges nord-sud. La troupe de danse folklorique des Little Angels, qui depuis sa création en 1963 avait fait le tour du monde, fit une tournée de 10 jours au nord en mai 1998. C'était la première troupe culturelle du Sud à se rendre au nord depuis la division du pays. Beaucoup d'amis vinrent nous accueillir à l'aéroport avec des drapeaux et des sourires. À la différence des autres tours, l'étonnant fut alors d'entendre des mots de bienvenue, non dans une langue étrangère, mais en coréen. Les petits anges de Corée du Sud. Les gens remplirent le théâtre pour les voir. Le moment historique où la Corée du Nord vit pour la première fois les Little Angels. C'était l'œuvre du révérend Sun Myung-moon. Nous voulons vous remercier d'être venus si nombreux voir notre spectacle aujourd'hui. Nous espérons une réunion aussi rapide que possible de nos deux pays pour vous revoir souvent. Le spectacle comportait des danses coréennes traditionnelles, la danse de la couronne de fleurs, le printemps, la danse des poupées, la danse de l'éventail et celle du moine pénitent. Plus qu'un spectacle de danse, l'événement ouvrait un nouveau chemin vers l'unification. Même si les Little Angels s'étaient produits dans de nombreux pays, comme c'était leur premier voyage en Corée du Nord, en y repensant aujourd'hui, ce voyage fut très marquant. Ce qu'il marqua fut le début des échanges culturels entre les deux Corées. Puis en 2000, la troupe d'étudiants de Pyongyang visita Séoul. Ils furent invités à Séoul en réponse à la visite des Little Angels à Pyongyang 2 ans plus tôt. C'était le premier groupe de civils de Corée du Nord à se rendre au sud depuis la division. Encore une avancée historique. L'heure était bien à la réconciliation et au dialogue. Nous vous accueillons à bras ouverts. Avec l'objectif de jeter les bases d'un sommet nord-sud, le spectacle de célébration offert par la troupe des étudiants de Pyongyang fut un tournant dans le développement d'échanges culturels civils. Le 26 mai, 20 jours avant le sommet nord-sud, la troupe des étudiants de Pyongyang au Seoul Arts Center. Ce spectacle donné à Séoul par les étudiants de Pyongyang scellait un des points d'accord entre Sun Myung-moon et Kim Il-sung, aller vers des échanges culturels. Ce fut une percée majeure dans l'histoire limitée des échanges culturels nord-sud. Ce spectacle réussi toucha le public. On sentait la possibilité d'arriver à unir le Nord et le Sud.
Cela contribua énormément à changer l'attitude de l'opinion publique. Le sentiment d'hostilité avait été si vif, mais face aux Nord-Coréens, l'impression de similitude l'emportait. On se sentait lié par un même caractère au même peuple coréen. S'agissant de susciter l'attitude où la réconciliation impose sa nécessité au plan gouvernemental, les effets des activités culturelles dépassent le cadre du spectacle. D'autres retombées peuvent infléchir la politique gouvernementale. 오늘 남과 북은 이렇게 민족을 향해 또 전 세계를 향해 남북한의 정상이 평양에서 만나기로 했다고 알렸습니다. Dans la foulée, l'ex-président Kim Dae-jung et le chef de la défense nord-coréenne Kim Jong-il terrent un sommet à Pyongyang. C'était le premier sommet nord-sud en 55 ans depuis la division du pays en 1945. 그러니까 시간이라든가 탈북자라든가 많이 소개해서 잘 봤습니다. 그들이 눈물 흘리면서 고향 소식이나 이번에 전달될 수 있지 않느냐, 그 길이 빨라지지 않겠느냐, 이렇게 많이 생각을 한다고 소개 많이 하겠습니다. Le sommet déboucha sur la signature d'une déclaration commune Nord-Sud. Contenu de la résolution commune Nord-Sud. Réunion des familles divisées et échanges civils. Ensuite, réunion entre les familles divisées, excursion touristique au Mogangang, vrais partenariats commerciaux civils. Formation continue pour les autorités du Nord et du Sud, normalisation des liens entre la Corée du Nord et les États-Unis et le Japon. Depuis la division de la péninsule coréenne en 1948, c'était le premier face-à-face entre les chefs des deux pays. Ce ne pouvait qu'être une occasion historique. Après le sommet Nord-Sud, les co-entreprises économiques Nord-Sud commencèrent officiellement. Or, le révérend Moon en avait déjà lancé avec le Nord. Pyeonghwa Motors faisait partie de ces entreprises en joint venture. Si un projet, quel qu'il soit, fait coopérer le Nord et le Sud, et si cela sert la réunification, où est l'inconvénient pour nous ? Est-il préférable d'attendre qu'il soit plus fort ? Mais l'industrie manufacturière, en fait, l'automobile est centrale dans l'industrie manufacturière. Elle en est le cœur. Il faut en effet des dizaines et des centaines de pièces pour faire un véhicule. Et d'autres usines sont nécessaires pour les fabriquer. D'où un développement rapide de l'industrie. Pyeonghwa Motors a ouvert en Corée du Nord en 1998. Le chef de la défense nationale Kim Jong-il et les hauts dirigeants nord-coréens accueillirent le lancement d'une usine automobile. L'effort serait mis sur des voitures familiales et des vannes pour passagers, à des prix abordables pour le plus grand nombre. Kim Jong-il baptisa le premier modèle Siffleur, et ensuite il y eut Coucou. Je pense que la plupart des voitures qui circulent autour de Pyongyang aujourd'hui doivent être de ces deux types. La plupart se vendirent en Corée du Nord. Quelques voitures se sont vendues de l'autre côté du fleuve Yalu, en Mandchourie. Le révérend Moon a investi dans l'hôtel Potongang, qui est un des meilleurs hôtels de Pyongyang. C'est l'un des investissements considérables qu'il a fait en Corée du Nord. L'apport du secteur privé et les discussions avec le Nord sont nécessaires pour résoudre le problème de l'unification. C'est vrai que peu de citoyens au Sud ont épousé ce point de vue, mais les discours sur l'unification émanant du secteur privé sont nécessaires. Et, du point de vue du besoin d'un accord sur la question de l'unification, vous pouvez y voir une étape pour jeter les bases de telles discussions. Par une vie consacrée à des activités pour la paix mondiale dans de nombreux domaines, le révérend Moon a cherché l'harmonie des religions, le soutien à l'éducation, le travail pour le droit des femmes, la question de la pauvreté. Son œuvre pour la paix mondiale a touché de nombreux domaines.
Comme guide spirituel, le révérend Moon s'est toujours soucié des problèmes religieux. De nombreux points du globe restent en proie à des conflits aux motifs religieux. Depuis les années 1960, il appelle les religions à œuvrer ensemble au service de la paix mondiale. D'où ses activités interreligieuses. 종교, 민족, 국가로서 편향을 가진 기독교와 유대교와 철교가 하나 돼가지고 편성을 한번 하지 않으면 안 된다는 게 그래야 모든 종교가 하나 돼야 된다. Le 11 septembre 2001, des terroristes islamistes commirent l'attaque suicide effroyable contre le World Trade Center. Le monde entier connaît encore des problèmes de ce type, dus aux différences idéologiques. Les activités interreligieuses du révérend Moon entendent résoudre ce genre de problème. Il a réuni les fidèles de chaque obédience religieuse pour les amener à dépasser leur vision et viser l'entente et l'harmonie. Beaucoup de fondations mises en place aux États-Unis se concentrent sur le Moyen-Orient et changer l'atmosphère par des activités liées à la société civile et aux ONG. C'est avec cette idée à l'esprit que le révérend Moon a lancé l'initiative de paix au Proche-Orient. Et j'ai été à la pointe de cet effort. Le Proche-Orient, objet d'une attention particulière. Depuis 2003, le révérend Moon a mené des activités pour résoudre les conflits entre les religions par le dialogue interreligieux. Bâtir la paix et la confiance au sein même du tissu social est la priorité des priorités pour la paix au Proche-Orient. Nous avons ensuite organisé des événements sur la bande de Gaza et à la Knesset israélienne. Il s'agissait d'exalter les valeurs essentielles des religions comme axe de la paix. Nous espérons le voir très rapidement sur la terre de paix et la terre sainte. À cette reprise de septembre 2003 à mai 2004, des marches pour la paix eurent lieu en Israël, regroupant des guides de plusieurs religions, judaïsme, christianisme, islam, hindouisme, sikhisme et autres. En dehors des activités gouvernementales, la FPU pilote le plus gros projet de paix au Proche-Orient. Je n'ai jamais entendu parler d'une autre organisation non gouvernementale ayant cet engagement. Cet effort massif pour rapprocher des gens de tout le Proche-Orient. Dépassant les barrières religieuses, ces gens se sont réunis en tournant leur cœur vers la paix mondiale. Ils sont venus émettre leur message de paix dans une zone de conflit. Environ 3000 artisans de paix de diverses religions et nationalités sont venus du monde entier en Israël, en réponse à un appel, participer à une œuvre de paix. Et ces 3000 sont tous ici maintenant, avec parmi eux quelques 60 anciens chefs d'État. C'est la plus grande délégation étrangère de l'histoire visitant Israël et la Palestine. Dans le même temps, quelques 17 000 Palestiniens et Israéliens, épris de paix et dépassant les clivages religieux, se sont réunis au parc de l'Indépendance. La manifestation pour la paix a donc rassemblé un total de 20 000 personnes au parc de l'Indépendance de Jérusalem. Ensuite, des représentants des grandes religions ont pris part à une marche de paix en Israël en soutien aux efforts de paix et de réconciliation. Par cette manifestation de paix cœur à cœur, il s'agissait de trouver la voie d'un vivre ensemble harmonieux. Le révérend Moon a œuvré depuis longtemps à l'entente religieuse, voyant dans la lutte entre les religions une menace sérieuse pour la paix sociale. Le révérend Moon lança l'Assemblée des religions du monde en 1985 aux États-Unis et il poursuivit dans le monde entier son œuvre de coopération entre les religions. Fédérant de nombreux dirigeants religieux, ces activités leur donnèrent une chance de partager leurs préoccupations sur la voie à suivre par les religions. Le révérend Moon a soutenu beaucoup d'activités académiques et culturelles. En particulier, l'Académie des professeurs pour la paix mondiale tint congrès à Genève en 1985 sur le thème odieusement prémonitoire de la chute de l'Empire soviétique. En pleine expansion communiste, cela attira l'attention des chercheurs du monde entier.
Il a donné un espace où on pouvait se lier à des universitaires d'autres horizons, en ne s'arrêtant pas aux limites nationales, mais en allant vers l'international et en dépassant aussi les champs académiques. L'objectif commun était la paix pour toute l'humanité. Créée en 1973, l'Académie des professeurs pour la paix mondiale réunit des penseurs du monde entier. Son œuvre continue aujourd'hui. La Fondation culturelle internationale, née en 1968, soutient la recherche, des colloques et des publications sur des sujets d'intérêt international. Grâce à notre travail interdisciplinaire, des leaders de la recherche académique avaient l'occasion de rencontrer des experts d'autres domaines, dans un esprit d'échange dynamique. Dans la culture globale actuelle, il faut même aller plus loin, se regrouper et penser de façon créative à la fusion d'éléments hétérogènes pour des solutions nouvelles. Mais quand l'Académie vit le jour et commença son agenda mondial d'activités de recherche, l'idée était encore en germe. L'Académie des professeurs pour la paix mondiale entendait résoudre les problèmes de société actuels, régler les conflits entre l'Est et l'Ouest, et par la recherche commune et les échanges académiques, faciliter la paix mondiale. Depuis ses origines, l'APPM a invité des prix Nobel à des colloques académiques tenus dans le monde entier. S'inspirant de la vision du révérend Moon, l'APPM a tenu des réunions de chercheurs dépassant les clivages ethniques, culturels, nationaux et historiques. Le mouvement du CARP fut fondé pour les étudiants. Le CARP soutient des activités de construction de la paix pour les étudiants. Le révérend Moon a soutenu plusieurs projets de développement dans les pays en voie de développement du monde entier. En 1975, il lança l'International Relief Friendship Foundation pour apporter de la nourriture, des équipements médicaux et d'autres biens de première nécessité aux pays du tiers-monde. L'IRFF continue d'envoyer des secours et de soutenir des équipes médicales. Ces projets touchent aussi à l'éducation technique et à l'irrigation. En Afrique, elle soutient le développement agricole, le travail missionnaire et la gestion d'écoles. Impressionné par l'ampleur des activités du révérend Moon en Afrique, le président nigérian Goodluck Jonathan l'invita comme hôte d'État pour discuter des stratégies de paix. Le révérend Moon et son épouse, le docteur Hak Ja-han Moon, développèrent des activités en faveur de la paix pour les femmes. En 1992, ils ont fondé la Fédération des femmes pour la paix mondiale, pour donner aux femmes une voix plus forte dans le processus de paix. Des cérémonies de jumelage entre femmes coréennes et japonaises en 1993 et 1994 furent suivies de cérémonies entre femmes japonaises et américaines, puis femmes japonaises et chinoises et femmes d'autres pays. Des ateliers furent aussi organisés pour former les femmes au leadership. Le révérend Moon, convaincu que les femmes doivent jouer un rôle éminent pour la paix mondiale, a promu le rôle des femmes dans le monde entier à travers des programmes tels que le Réseau mondial des femmes pour la paix. Des projets de ce type se poursuivent dans chaque région du monde et sont cités comme des modèles innovants d'activités pour les femmes. Alors que les femmes montent au créneau dans les efforts pour la paix mondiale, la FFPM a été reconnue par des figures éminentes, dont le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Ma vie au service de la paix, Sun Myung Moon. Une vie vouée à la paix mondiale et à l'unification. Par rapport à la vie d'autres individualités de l'histoire mondiale, ce que le révérend Moon a fait est hors du commun. Il nous a maintenant quittés. Qu'est-ce que l'on retiendra de lui? J'ai un très grand respect pour le révérend Moon. Je suis très heureux qu'il veuille faire quelque chose de bien dans la vie, quelque chose de bon pour Dieu. Les activités du révérend Moon sont très importantes, particulièrement pour le renouveau de l'ONU. Dès sa jeunesse, le révérend Moon a suivi la voie d'un pionnier. Pour la réconciliation et l'unité, il a abattu les murs de la division. Reconnu ou pas, son engagement personnel avec la Corée du Nord a contribué au processus de réunification de la péninsule coréenne. Il a été un précurseur.
À cheval sur 2 siècles, son œuvre a cherché à résoudre les conflits entre les peuples. Sa vie de 90 ans fut vouée à la réunification de sa patrie et à la paix. Même si son héritage est clair, il laisse derrière lui encore beaucoup de matière à réflexion et beaucoup à accomplir.